Ce livre peut être lu comme un hommage aux géants de la pensée qui ont construit cette discipline, parfois injustement méprisée, notamment en France. Bonjour Jacques Mistral. Bonjour. Vous publiez ce livre très passionnant, on ne s'ennuie pas au cours de ces presque 500 pages, La science de la richesse, qui est donc un essai sur la construction de la pensée économique où on croise à peu près tous les grands penseurs connus et même moins connus de l'économie. Donc vous avez voulu avant tout rendre hommage à une science décriée. Oui, pour le dire de la manière la plus simple, je voulais mettre en valeur le travail des économistes. Parce que dans une vie professionnelle assez longue et assez active, j'ai souvent constaté que cette pensée économique était méconnue, ce que je peux comprendre parce qu'elle est très technique, mais qu'elle était souvent réduite à des arguments idéologiques tout à fait convenus, à la radio, sur des plateaux de télévision, et qu'elle était également souvent suspectée de liens pas très honnêtes avec des intérêts établis. Alors je pense que la pensée économique qui accompagne le développement de nos sociétés depuis 4 siècles, comme la philosophie, la physique, les mathématiques, cette pensée économique ne mérite pas ce discrédit et je souhaite la rendre plus attractive, plus compréhensible. Alors vous avez enseigné, mais vous avez aussi été haut fonctionnaire, vous avez aussi dirigé des entreprises et vous n'aviez jamais écrit sur la pensée économique. Mais il y a des fils conducteurs dans votre pensée. On croise beaucoup d'économistes, mais on se rend compte qu'au début, finalement, les économistes ont surtout été des progressistes qui ont voulu libérer de l'ordre traditionnel, qui était souvent un ordre religieux, les sociétés. Et maintenant, quand même, la critique qu'on leur adresse, c'est d'être devenus eux-mêmes des religieux, d'édicter des normes religieuses. Alors, est-ce qu'on est toujours le progressiste de quelqu'un ? Est-ce qu'on s'est arrêté d'être progressiste ? J'aime bien cette façon d'introduire ce thème que je mets effectivement en exergue par une citation de Tocqueville dans l'Ancien Régime et la Révolution. Et effectivement, à toutes les époques, on peut interpréter le travail des économistes comme étant un travail progressiste. Regardez les mercantilistes, ils sont au service du souverain, ils sont au service de l'absolutisme donc, mais leur objectif c'est de libérer l'économie du carcan religieux, vous l'indiquez à l'instant. Par rapport aux mercantilistes, il y a des frondeurs qui vont apparaître, des gens qui ne sont pas d'accord avec cette façon qu'on a de poser les problèmes depuis le XVIIe siècle. Ils viendront les classiques. Et les classiques comme Smith, ce n'est pas du tout des gens qui sont des fanatiques du libre marché comme le néolibéralisme le prétendra. Les classiques, Adam Smith, ce sont des gens qui se battent contre l'Ancien Régime et qui, de la même façon que les philosophes, Montesquieu ou Rousseau, plaident pour un régime de liberté politique pour les uns et de liberté économique pour les autres. Donc, on peut suivre la pensée économique selon ce schéma, et Keynes, par exemple, a été en son temps également un très grand progressiste. Donc, c'est le fil directeur que je retiens en effet pour l'histoire de la pensée économique. Et on a tout à fait tort lorsque, en s'en prenant à certains aspects d'outillage de la pensée économique, aujourd'hui, on considère qu'on serait devenu des doctrinaires de la concurrence pure et parfaite, etc. Il n'y a rien de semblable dans la pensée économique contemporaine. Et au contraire, je pense que le lien avec ce caractère progressiste est profond et tient à ce que Schumpeter a mis en avant en introduisant l'idée de création destructrice. Les économistes, au fond, ne font qu'un avec la matière de cette création destructrice depuis plusieurs siècles. Alors, en fait, il y a 2 aspects qui sont critiqués chez les économistes aujourd'hui, mais finalement, ce n'est pas nouveau, en fait, vous le dites. C'est d'une part le fait de vouloir modéliser, mais on modélise beaucoup plus qu'avant. Il y a une bibliothèque de modèles, mais vous dites qu'il ne faut pas en avoir peur. Et d'autre part, d'avoir des théories. Et vous dites finalement, il y a 2 axes, analytiques et philosophiques, et que la question permanente, c'est de les encastrer au cours de l'histoire de la pensée, depuis la création de la pensée économique jusqu'à aujourd'hui. Voilà. À l'origine, la pensée économique et la philosophie politique étaient étroitement liées. Ça ne formait qu'une discipline. D'ailleurs, les premiers grands noms des 2 disciplines étaient actifs des 2 côtés. Jean Bodin, par exemple, économiste et philosophe politique, juriste, et David Hume, en Grande-Bretagne, sont de très bons exemples. Et puis ces 2 domaines se sont séparés parce que les sphères économiques et politiques se sont elles-mêmes autonomisées par rapport
aux sociétés antérieures, aux sociétés d'Ancien Régime, dans lesquelles le tout était un peu subordonné au pouvoir religieux, à la théologie. Donc les deux disciplines se sont spécialisées, et c'est vrai que la pensée économique a une caractéristique propre parmi l'ensemble des sciences sociales, c'est qu'elle a un champ dans lequel la capacité proprement analytique est allée beaucoup plus loin que partout ailleurs, beaucoup plus loin qu'en sociologie, qu'en anthropologie ou dans d'autres disciplines. Qu'est-ce que la pensée analytique? C'est une pensée qui ne se propose pas de comprendre le monde dans sa complexité, mais qui prend un problème particulier et qui, sur ce problème particulier, une fonction de demande, la détermination d'un prix, cherche à comprendre exactement ce qui est vrai ou faux à ce propos. Donc il y a ces deux dimensions qui restent aujourd'hui. La dimension analytique a été évidemment extraordinairement développée, on en parle souvent, c'est ce que l'on méconnaît d'ailleurs. Et puis il y a la dimension philosophique, sans laquelle il n'y a pas de dialogue possible entre l'économiste et les autres sciences sociales. Et du coup, l'objet, la conclusion de votre livre, c'est de dire que vous voulez réhabiliter l'économie politique, qui fait le lien entre les deux et qui est une notion quand même dont on parle moins. On a moins de pensée globale, globalisante de l'économie politique. Et vous dites, si jamais c'est tombé avec le keynésianisme, c'est sans doute parce que les keynésiens n'ont pas compris l'aspiration profonde à l'autonomie dans la société contemporaine. Est-ce qu'on peut y répondre à ça tout en faisant de l'économie politique? Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Il y a premièrement, effectivement, un diagnostic que je ne suis ni le premier ni le seul à faire, c'est que le déclin de ce qu'on appelle en France le Fordisme, c'est-à-dire les 30 Glorieuses, cette espèce de compromis entre les grandes entreprises, les syndicats, l'État, qui a assuré les 30 périodes de croissance ultra rapide, tout cela a pris fin dans les années 70 et 80, et certains sont tentés d'attribuer cet échec à un complot ou à une offensive menée par le néolibéralisme. Et donc il suffirait de se battre contre le néolibéralisme pour revenir à cet état ancien considéré comme un âge d'or. Tout cela est absurde parce qu'évidemment, l'âge en question, ce n'était pas un âge d'or. Les jeunes doivent savoir que ce qui précédait, l'époque qui précédait la nôtre, n'était pas meilleure ou plus désirable en aucun sens. Elle était différente, mais elle n'était pas plus désirable. Donc si l'ère du Fordisme a pris fin, c'est effectivement parce que tous les ressorts de cette époque, qui reposaient sur une socialisation très poussée, les grandes entreprises, l'intervention de l'État, la protection sociale centralisée, les syndicats très puissants, tout cela effectivement a été mis en cause sur tous les plans. On peut parler du contexte financier, l'épuisement des ressources fiscales et sociales, on peut parler... Mais vous avez raison de mettre en relief la question de l'autonomie, c'est-à-dire qu'à partir des années 70, s'est développé dans les opinions publiques, pas seulement en France, à l'échelle mondiale, un mouvement dans lequel les individus souhaitaient avoir plus de part dans leur vie, plus de responsabilités, plus d'opportunités. Et c'est cela qui, fondamentalement, a été capté par la politicienne du néolibéralisme qui a surfé sur ce sentiment de ce désir d'individualisme. Et donc tout ce que je recommande, enfin toutes les suggestions vers lesquelles converge ce livre, c'est qu'il faut retrouver le lien qu'avait historiquement constitué le keynésianisme. On ne peut pas le reprendre à l'identique, ça n'existe pas. Mais de renouer un lien dans lequel les processus à la fois d'individualisation, auquel tout le monde aspire aujourd'hui, et les processus de protection, de socialisation qui sont dangereusement mis en péril aujourd'hui, il faut retrouver une relation entre ces deux termes. Merci beaucoup Jacques Mistral d'être venu vous présenter votre livre. On pourrait en parler évidemment pendant des heures, mais le mieux c'est de s'y reporter. Merci d'être venu en parler.